Vous savez, le panafricanisme, à l'origine, luttait d'abord contre le racisme et pour mobiliser ensemble les peuples d'Afrique et de la diaspora contre le racisme et pour l'indépendance des pays africains. Mais aujourd'hui, le panafricanisme va au-delà de ça. Je crois que la question fondamentale du panafricanisme, c'est comment mobiliser les ressources des pays africains et des représentants de la diaspora pour transformer l'Afrique, pour consolider les relations entre l'Afrique et sa diaspora. Comme vous le savez, sans doute, l'Union africaine a fait de la diaspora la 6e région du continent. Donc, le panafricanisme aujourd'hui, il y a plusieurs interprétations du panafricanisme. Mais nous, c'est le panafricanisme révolutionnaire ou progressiste qui nous semble être la meilleure voie pour mobiliser les Africains du continent et de la diaspora et surtout pour instaurer la souveraineté sur nos ressources et la définition de nos politiques de développement. Je crois que c'est aujourd'hui l'une des tâches fondamentales des intellectuels, des politiciens ou des politiques progressistes en Afrique et dans la diaspora. Et c'est pourquoi d'ailleurs, dans cette conférence, il y a pas mal de représentants de la diaspora, comme Horace Campbell et bien sûr le fils de, euh, le fils de, comment il s'appelle? Il y a la fille de Nkrumah, d'abord, et le fils de Marcus Garvey. Voilà, le fils de Marcus Garvey. Comme vous le savez, Marcus Garvey, c'est une figure éminente dans la lutte pour l'unification des peuples noirs et pour la solidarité entre les peuples africains et ceux de la diaspora. Donc, euh, la conférence épouse bien le concept de panafricanisme pour consolider ce qui existe déjà et pour aller un peu plus loin dans la mesure où aujourd'hui, comme vous le savez, le monde est un monde extrêmement complexe et nous avons besoin de notre solidarité pour sauver l'Afrique d'une certaine manière du pillage extérieur et essayer de mettre toutes ces ressources au service du développement des pays, des peuples africains et de ceux de la diaspora. De critique contre la démocratie, parfois on a l'impression que les intervenants donnent un exemple, l'AES. Qu'est-ce qui garantit que les régimes issus de ces coups d'État militaires peuvent être meilleurs que ceux issus des élections plus ou moins démocratiques? Vous savez, là, moi, quand j'entends parler d'élections démocratiques, des fois je me dis, mais est-ce que les gens savent de quoi ils parlent? Parce que le plus souvent, on dit, on confond démocratie et élection. Mais démocratie ne veut pas dire élection. Démocratie, et ensuite, ce qu'on nous propose ici, c'est la démocratie libérale, occidentale. Ce n'est pas une démocratie qui correspond aux réalités africaines. Je pense que quand on parle de démocratie, il faut d'abord la souveraineté. Il faut que les peuples soient en mesure de définir eux-mêmes leur politique. Mais si vous le constatez vous-même, quand nous organisons nos élections ici, c'est l'Union européenne qui envoie des observateurs, ce sont les Américains qui envoient des observateurs, et c'est eux qui disent, voilà, vos élections sont correctes ou ne sont pas correctes. Au nom de quoi? Alors, donc, Ndongo, mon ami Sam Ndongo, c'est là qui a beaucoup travaillé sur cette question, a démontré tout à l'heure dans son intervention que dans la Constitution américaine, il n'y a pas de mot démocratie. Et pourtant, c'est l'exemple qu'on montre comme pays démocratique. Ils ont élu un néo-nazi, le Hitler du XXIe siècle. Moi, je l'appelle Trump, le Hitler du XXIe siècle. Vous savez, tout ce que Trump a fait euh, pour déstabiliser les institutions de son pays.
Mais malgré tout, il a été élu. Si on appelle ça démocratie, moi, je n'en veux pas. Les coups d'État sont meilleurs. Mais à partir du moment où le peuple adhère, moi, je crois que le critère décisif, c'est le peuple. Si le peuple adhère, pour moi, ce ne sont pas des coups d'État. Ce sont des insurrections populaires qui ont été appuyées par des militaires patriotes. C'est comme ça que je le vois. Mais par rapport à la thématique concernant repenser l'intégration régionale en Afrique, comment ces pays-là africains, sur quel levier doivent-ils s'appuyer pour repenser à cette intégration? Vous savez, l'intégration a été mal. Il y a eu une mauvaise approche dès le départ. On a copié ce que les Occidentaux faisaient. Or, nous sommes à des niveaux de développement qui sont complètement différents. Et ensuite, au niveau des pays occidentaux, c'est l'intégration par le marché. C'est-à-dire comment élargir les marchés, parce qu'ils étaient arrivés à un moment où leur propre marché était étroit. Donc l'intégration leur permettait d'élargir les marchés. Par exemple, les Français pouvaient vendre en Allemagne et dans d'autres pays. Et les Africains ont copié le même système, alors que nous sommes à des niveaux de développement extrêmement faibles. Ce qu'il aurait fallu faire, c'est une autre approche, l'intégration par la production. Et ce qui aurait permis, par exemple, de construire des systèmes productifs au niveau de nos pays, avec des économies d'échelle, et qui auraient pu transformer nos sociétés. Et c'est pourquoi l'approche par les marchés a été un échec. Parce que dans la CEDEAO où nous sommes, les échanges ne dépassent pas 15%. Après 50 ans d'intégration, pas plus de 15%. Alors que si on avait utilisé une autre approche, peut-être qu'on n'en serait pas là aujourd'hui à parler de pauvreté, de dislocation entre l'AES d'un côté et la CEDEAO de l'autre. Voilà.